Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Comment tu te sens là ce matin ? Ça va bien, et toi ? Bah écoute, j'ai hâte, je suis très contente, je te remercie pour ta confiance et j'ai hâte d'avoir ta version de cette magnifique aventure de naissance. Ouais, Donc, avec plaisir. est-ce que tu serais d'accord de commencer par te présenter avec les mots qui te sont justes et de nous dire aussi Ok, ce que tu aimes. j'ai pas entendu ça couper. Et de nous dire aussi ce que tu aimes. Ok. Moi, je m'appelle Florent, j'ai 32 ans. Je suis le mari, du coup, comme tu savais pas, mais je suis mari de Clara. Du coup, jeune papa d'un bébé de 2 ans et 3 mois. Donc, une petite fille qui s'appelle Eleana. À côté de ça, dans la vie, moi, je suis ostéopathe et thérapeute holistique. Donc, du coup, j'ai ma formation qui m'a amené à avoir une approche médicale. On a été même formé à l'accouchement en hôpital, donc du coup j'avais cette approche-là. Sinon, de manière plus générale, je suis passionné par la vie, on va dire, le vivant, la santé. C'est pas pour rien que je fais ce métier-là aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez enfanté librement à la maison, mais j'imagine que ça ne coulait pas forcément de source. Donc, est-ce que tu serais d'accord de... Voilà, tu as commencé à partager de ta formation. Comment a été ce déroulement pour en Ok. arriver à cette idée-là d'enfanter en famille ? Euh, Tout c'est entre guillemets simple et ça s'est fait un peu de manière logique, on va dire. C'est-à-dire que elle est tombée enceinte au mois d'août. Euh, Sur la première échographie, euh, moi j'étais pas présent et il me semble que c'était pas forcément très très bien passé, on va dire. Enfin, et chaque échographie suivante, c'était un enfer. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on allait au rendez-vous, je pense qu'ils veulent bien faire, mais à un moment donné, bien faire, c'est mal faire. Euh, un exemple tout bête, je suis plus sur quelle échographie, elle a voulu nous faire une 3D alors qu'on voyait que tout était bon et nous on n'en voulait pas, on s'en foutait. Elle a voulu à tout près le faire, il y avait un artefact, donc forcément elle a commencé à stresser, la praticienne.
Du coup, elle n'a pas su expliquer à Clara. Clara a commencé à être vraiment en stress, alors qu'au final, quand moi j'étais entre guillemets serein, dans le sens où j'ai vu que toutes les échographies étaient bonnes. Et cette histoire d'échographie 3D, où au final, nous, on n'avait pas d'intérêt à la faire, avait du stress. Et puis à chaque fois, quand on allait faire chaque examen, c'était du stress, du stress et du stress. Enfin, c'était vraiment pesant jusqu'au bout, quoi, on va dire, jusqu'à la dernière échographie. Et encore la dernière avec cette dame. À un moment donné, on en a eu marre, on n'a plus voulu aller avec cette dame, on est allé avec une autre dame, et là, en fait, que le discours change, parce que là, tout le suivi était fait dans un hôpital. Donc là, c'était une sage-femme échographe qui faisait elle-même. Et à ce moment-là, déjà, le discours bien différent. Donc ça nous a un peu amené sur autre chose. Ça nous a un peu amené de légèreté aussi, sachant qu'Eliana elle se présentait en siège. Donc ça avait été aussi un des blocages du côté médical. Ça, donc il y avait ça. Les rendez-vous sage-femme où au final, on en savait plus qu'elle. À un moment donné, on était mieux informés, on en savait. Et c'est pas forcément dû par ma profession, c'est parce que Clara se renseignait, elle m'a mis un peu dedans aussi. Moi, je suis pas formé en périnatalité. C'est-à-dire que dans notre cursus initial, dans l'ostéopathie, on évoque un petit peu tout ce qui est bébé, etc. Mais vraiment, tout ce qui est autour de la périnatalité, c'est vraiment des formations supplémentaires à faire. Vu que c'est pas forcément ma cible, je me suis jamais trop penché dessus. J'ai toujours délégué ça à ceux qui étaient formés à un moment donné. Mais là, j'ai entre guillemets par contrainte, on va dire, mais c'est pas vraiment de la contrainte, mais ça m'a permis de mettre le nez dedans, et d'aller chercher d'autres infos, puisque forcément, on va nous donner des infos très médicales dans nos formations à nous. Et là, d'aller chercher des ressources ailleurs. Et donc, ça a été vraiment tout le côté médical qui a été très, très stressant à chaque fois, jusqu'à, en fait, à un moment donné, on a commencé à plus vouloir aller au rendez-vous. La sage-femme, elle a fait le forcing, elle nous a trouvé une sage-femme à l'hôpital pour qu'on aille faire le dernier rendez-vous. Ça a été vraiment le point de bascule, on va dire, où justement, on s'est rendu à l'hôpital. En gros, quel est votre projet? Mais au final, on va faire ce qu'on veut. Et c'était clairement ça. Le bébé est en siège, vous programmez la césarienne. Clara, qui à tout prix veut l'avoir, qui est logique. Pour moi, c'était impensable de ne pas faire une voix basse quand je vois les dégâts que ça génère sur les patientes que j'accompagne. Et au-delà du physique, même dans le psychique, tout, c'est vraiment des gros traumas qu'on n'a pas conscience, et même le bébé, on lui permet pas d'arriver comme il le désire. Donc forcément, on génère déjà un trauma aussi chez le bébé. Enfin bref, ça c'est autre chose qu'on pourra parler un peu plus tard. Et, en fait, ouais, ils ont voulu à tout prix faire le pelvis scan, etc. Donc ok, on fait le pelvis scan. À l'issue de ça, on a le résultat. Et donc, en se référant à leurs propres critères, donc eux disent qu'il faut à tout prix une césarienne. Et puis moi, je suis pas payé qu'un autre, je vais me renseigner, je regarde un peu les critères, je regarde, etc. Et donc, en se référant à leurs propres critères, en réalité, on n'a pas besoin. Donc, en fait, c'est juste on fait un examen, on dépense de l'argent au niveau de la Sécu, et après, on vous impose quelque chose en espérant que vous n'y connaissez rien, en disant, bon, ben voilà, ça passe pas. Donc, c'était un peu complètement débile. Et autre truc, c'est qu'à ce moment-là, à un moment donné, moi, je suis parti récupérer les clichés parce que c'est dans un autre service de l'hôpital. Et là, je me suis retrouvé, en fait, dans le service pédiatrie, où moi-même j'ai été, quand j'étais petit, dans cet hôpital, où j'ai vécu un gros traumatisme. Et là, je me suis dit, je veux surtout pas revenir ici. Donc là, dans mon tête, c'était acté. C'était à ce moment-là, ça a été, je pense, que c'était au 8e mois, hein, c'était assez tard. Mais là, dans ma tête, c'était vraiment clair et précis que là, on allait faire différemment. Ça, c'est vraiment un peu ce qui nous a amené à ça. Après, sur un plan plus personnel, au début, elle a exprimé voilà, le souhait au départ de faire un accouchement naturel, enfin naturel, comment dire, en salle nature. Donc, on était parti plutôt sur ça, etc. Et puis, plus ça avançait, donc tous ces désagréments au niveau médical, plus ça l'a rebuté, pardon. Et ça l'a amené, elle,
à vraiment vouloir en fait faire ce qu'elle veut, quoi, comme elle le sent et comme elle est en sécurité. Et moi, j'ai plutôt tendance, de manière générale, mais là encore plus, à faire la politique de l'autruche. Et du coup, ouais, il reste du temps. Alors, on va voir comment ça se passe. Je mettais pas trop le nez dedans. Je me renseignais un petit peu, mais pas trop. Enfin, j'étais vraiment un peu en mode oui, non. Parce que je me dis, bon, c'est peut-être un délire de grossesse, je sais pas. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas entamé vraiment mon déconditionnement complètement, quoi. Et du coup, voilà, arrivé tous ces événements-là, j'ai commencé vraiment à me renseigner, à aller chercher des ressources pour voir, en fait. C'est pas que lire, parce qu'à un moment donné, la théorie, c'est beau, il faut voir ce qui se passe en vrai, quoi. Et donc, sur Instagram, on trouve facilement des comptes hein, où ça nous permet de voir, en fait, que tout est possible, que ça se passe très bien, qu'il n'y a pas de aucun problème, voire enfin, beaucoup moins que lorsqu'on veut forcer les choses, on va dire. Et donc là, petit à petit, et avec, comme je te dis, ce dernier événement là dans la clinique où quand moi je me suis retrouvé dans cet endroit, je me suis dit, là j'ai pris conscience d'où j'étais, je me suis dit, mais moi j'ai vécu un trauma ici, j'ai même pas envie que ni ma femme ni ma fille débarquent dans ce lieu-là, quoi. Sachant que moi j'étais né à cette clinique-là. Et donc du coup là, à ce moment-là, c'était vraiment le switch complet. Et en fait, je me suis dit, c'est simple, c'est que soit j'arrive à déconstruire tout ce qu'on m'a construit dans l'information et tout ce qu'on nous construit au niveau général, hein, dans l'inconscient collectif et dans tout ce qu'on nous balance comme info pour nous orienter. Soit j'arrive à déconstruire ça et à ce moment-là, j'assume mon rôle de père complètement. Et en fait, je suis là, je suis simplement là et j'agis en fait, je suis acteur de l'événement. Soit ben, je reste avec mes peurs, je suis pas capable. Et en fait, moi, je me suis dit, enfin, j'ai senti ça comme de la lâcheté et je voulais pas être lâche. Et je me suis dit, en fait, dans ce cas-là, j'assume pas mon rôle de père. Et en fait, je suis un boulet, donc il vaut mieux que je me retire du truc, enfin, de l'accouchement lui-même, quoi. Parce que si je suis là avec mes peurs, etc., je vais tout parasiter, ça va être catastrophique et je vais être plus un frein qu'un catalyseur. Donc, moi, c'était pas le rôle que je voulais vraiment, en tant que père, assumer ce rôle-là, sachant que dans la place qu'on nous laisse en maternité, en fait, on n'est rien, quoi. On n'est pas très utile, on subit, au final, et on est seul face à tout un tas d'équipes, donc je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose réellement. Et puis, voilà. À un moment donné, c'était pas la place que je voulais, et c'était pas non plus le comment dire, ce que je voulais offrir ni à ma femme ni à ma fille. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment de prendre cette place-là qui a été vraiment. C'est très puissant, en fait. Même côté père. On n'a pas conscience, hein, mais c'est vraiment, vraiment puissant. Et, et aussi, un des éléments déclencheurs à tout ça, c'est. On a pris le temps ensemble de regarder le documentaire de Nina, où justement, ça a été vraiment la dernière, on va dire, goutte qui a vraiment décidé les choses pour moi en tout cas. Après, peut-être que Clara c'était déjà décidé, mais moi c'était vraiment le truc de finaliser, voilà, de me dire ok, maintenant je vais simplement lui faire confiance. Elle sait ce dont elle est capable, elle sait ce qu'elle veut, c'est possible. Donc en fait, il y a entre guillemets rien à faire et juste à être là, quoi. C'est que de la présence et ça suffira déjà beaucoup. C'est vraiment comment on en est arrivé là. Euh, Ça a été un long processus. On va dire que politique de l'autruche pendant peut-être bien sur les. Ouais, peut-être. Je crois qu'elle a commencé un peu à l'évoquer, peut-être aux alentours du septième mois. Moi, ça a été vraiment un peu être face au pied du mur avec ces événements-là où je me suis dit, non, là, il y a trop de choses qui, même moi, me bloquent en fait. Donc, c'est juste pas possible. À plusieurs reprises, tu as parlé de ressources. Donc, tu as parlé d'Instagram, tu as aussi parlé de Faut pas pousser. Tu pensais à quoi d'autre? Comment tu as fait pour trouver les éléments qui t'ont aidé justement
ouais, à te former au final sur la physiologie de la naissance. Alors, on va dire, les ressources vraiment que moi j'ai eu le plus utilisées, ça a été des comptes Instagram Amandine Naissance, principalement, où vraiment, moi, ça m'a permis de voir en fait des accouchements en siège. Tout ça, ce que je voulais voir, c'était ça, quoi. Accouchement en siège, etc. Après, le documentaire aussi, où ça a juste validé. Après, j'étais moi-même dans une phase particulière de ma vie où justement j'étais beaucoup plus dans cet attachement au côté spirituel des choses, ou ce côté un peu processus divin, création, où voilà, l'homme est fait. C'est tout bête, mais je me dis, si nous aujourd'hui on est là, c'est que nos ancêtres l'ont fait et il n'y avait pas d'assistance médicale. Donc c'est tout bête, mais à un moment donné, la nature fait les choses comme elles doivent être. Il faut aussi accepter quelque chose, et c'est là où peut-être les gens sont pas prêts, c'est que à ce moment-là, il faut accepter la mort. Et en fait, si on l'accepte, ça règle le problème, puisque à partir du moment où on sait que ça peut être là, ok. En fait, c'est un risque à prendre. Mais de toute façon, demain, je traverse la route, je me fais ramasser par la voiture, je meurs aussi. Donc, c'est un risque qu'on prend tous les jours. C'est juste que là, il fallait le conscientiser, l'acter. Après, voilà, comme je te dis, moi, je suis dans une phase particulière où vraiment, initialement, j'étais co-ostéopathe. À ce moment-là, plein d'événements sociétaux, on va dire, me poussent à me diversifier pour pouvoir amener quelque chose qui virait avec moi. Et on va dire que ça, c'était aussi une des étapes. Cette naissance-là était aussi une des étapes dans l'aboutissement de ce cheminement personnel. Donc après, c'est beaucoup, en fait, ok, j'ai les formations, j'ai les infos sur un plan médical, mais je prends du recul et je me dis, ok, maintenant, si on prend une vision un peu plus naturelle des choses, ça, c'est ce qu'on donne dans la santé, dans la médecine, mais ces mêmes choses-là, sur un point de vue naturel, ça se fait tout seul. Donc, à un moment donné, voilà, quand on sait que le vivant est là depuis des milliers, voire des milliards d'années, on n'est qu'une petite chose sur Terre, quoi. Donc, c'est aussi ça. Enfin, il faut aussi être humble face à la nature. Euh, et, et donc, oui, aujourd'hui, ce qui aussi permet de prendre conscience de tout ça, c'est quand on se renseigne sur le coût des choses, le coût d'un accouchement, le coût de. On se rend compte que, en fait, c'est pas fait dans l'intérêt du patient. Euh, c'est malheureux à dire, peut-être que j'ai un avis trop tranché, mais il y a beaucoup de choses où un accouchement à domicile, c'est peut-être 300 euros max quand il y a une sage-femme. En, en clinique, en hôpital, on est entre 5 et 15 000 euros, peut-être s'il y a des interventions. Tout est planifié, donc on se dit quand même, on laisse même pas la vie faire, on impose. Enfin, voilà, moi, tout ça, c'était plus ma conception des choses. On s'était déconditionné de beaucoup de choses, même en amont, et ça, c'était un autre point sur lequel il a fallu déconstruire tout ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose. Moi, voilà, c'était ma phase de vie là aussi, et ça avait du sens, en fait, tout simplement. C'était logique. Tu parles de déconstruction. Il y a, est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais transmettre, que tu as appris à ce moment-là, qui pour toi a vraiment comme fait un shift? Je ne sais pas si ma question est claire. De Si je un truc. comprends. Ouais. Ouais. Bah, je te dirais, c'est un cumul de paramètres, c'est pas qu'un seul élément. Après, c'est aussi parce que c'était dans la démarche dans laquelle j'étais, mais euh, au moment où ça arrive, il y a quand même un clivage au niveau sociétal avec des choix qui sont imposés ou alors qui nécessitent de prendre des risques d'un point de vue administratif. Donc, c'est tout bête, on est en plein Covid, nous on n'est pas vaccinés, pour te faire le topo. Donc, même moi, potentiellement, je pouvais même pas aller à l'hôpital. Je veux dire, à ce moment-là, enfin,
le jour de l'examen où je dis qu'il passe le pelvis scan, etc., moi, j'ai même pas le droit d'assister au rendez-vous. Au final, c'était une des conditions qu'on avait mis à la sage-femme, c'était par contre, pas de passe, pas de test, on vient tous les deux. Donc, bon, la vie, c'est là où tu vois que quand tu fais confiance à la vie, tout s'aligne. Moi, je peux pas rentrer parce que j'ai pas de document. Je savais qu'il y avait une autre entrée, je fais le tour, c'est un médecin qui me laisse rentrer. Je cherche même pas à savoir quoi que ce soit. Donc je rentre, etc. Donc ça me permet de rentrer. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs, mais je me dis, ok, euh, la vie me laisse y aller pour justement finaliser ce truc et me dire, ok, c'est bon, maintenant t'es allé au bout de la démarche, t'as vu les choses, maintenant vous pouvez aller où vous voulez vous. Et j'ai perdu le fil de la question, mais oui, la déconstruction, elle vient de là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est une aberration. C'est-à-dire que moi, ma vision de la santé, elle est très simple. C'est pas un médicament qui te soigne. Un médicament, c'est une molécule chimique de synthèse. C'est une aide. Mais en fait, la santé, c'est en amont. C'est comment tu penses, comment tu manges, comment tu dors, comment tu vis, en fait. Et en fait, c'est est-ce que tu crées un terrain favorable à la vie et un environnement favorable à la vie, ou est-ce qu'au contraire, tu as des conditions de vie qui ne sont pas favorables. Donc pour moi, c'est ça la santé. Et aujourd'hui, les gens qui pensent être en santé, souvent, ils en sont à des années-lumière. Et moi-même, le premier, il a fallu que je travaille sur moi, etc. Donc déjà, c'est ça aussi, c'est revoir sa propre condition, de se dire, OK, moi, où est-ce que j'en suis dans ma santé? Et après, de se dire, OK, euh, si nos ancêtres ont pu le faire, pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas? Et qu'est-ce qui se joue derrière? Qu'est-ce qui se joue derrière? C'est des enjeux financiers, c'est juste ça, en fait, c'est tout. Et en fait, le fait de prendre conscience des chiffres, de prendre conscience de quels sont les chiffres des naissances à domicile par rapport aux naissances en clinique, le nombre d'interventions, le coût que ça génère, etc. Ben déjà, on se dit là, il y a un problème. Normalement, nos ancêtres, ils sont arrivés sans souci. Nous, on devrait y arriver aussi et sans tout ça. Après, c'est l'histoire de l'accouchement, c'est tout bête, mais quand on se renseigne sur l'histoire de l'accouchement, pourquoi les femmes, enfin, au départ, qui accouchait en hôpitaux? C'était les prostituées. C'est pas forcément, je veux dire, enfin, il faut remettre les choses à leur place, quoi. C'était les prostituées. Pourquoi après l'accouchement il s'est passé les quatre fers en l'air? Parce que c'était Louis, je sais plus combien, qui était un farfelu et qui voulait voir ses femmes accoucher. Puis au final, la personne qui a permis l'enfantement, elle s'est dit, ah, bah, c'est pratique. Donc du coup, ils ont mis ça en place. Enfin, c'est tout bête, mais en fait, on se rend compte que ça part de choses absolument pas naturelles. Donc en fait, enfin, tout ça contribue à déconstruire les choses. Et puis après, il y a juste à voir en fait. Et quand on se rend compte que la vie euh, favorise la vie, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que si on a confiance et que on est entre guillemets, on laisse faire les choses, mais qu'on met en place des choses qui vont dans le bon sens. Il y a ça aussi, c'est-à-dire quelle est mon intention, qu'est-ce que je désire réellement. Donc j'ai une idée, je la matérialise, je mets les conditions et après je fais confiance. Mais quand on fait ça, ça marche tout seul. Quand on génère peur, des problématiques, ça ne peut que générer des problèmes. Et une des autres choses aussi qui m'a amené à me déconstruire sur ça, c'est l'année en cours ou l'année d'avant, j'avais mes amis qui eux aussi ont eu des bébés, tous déclenchés. Et en fait, ça a été le discours d'un de mes amis où je me suis dit, mais en fait, le prisme de vue qu'on lui a donné, on l'a conditionné. C'est en fait, sa femme voulait à tout prix accoucher avec sa sage-femme. Sa sage-femme n'était pas là pendant le week-end, donc en fait, ils ont déclenché l'accouchement pour qu'elle puisse. Voilà, ils ont déclenché l'accouchement. C'est parti en urgence pour la mère, urgence pour le bébé.
Le père, du coup, comme je te dis, dans la position où le père est dans ces cas-là, ben, il peut rien faire. Donc, il voit sa femme partir d'un côté, tout le monde s'agitait, on le sort de la pièce. Bon, lui, il se dit, ouf, là, il y a danger. Et au final, donc, ben, la mère, après, elle a été anesthésiée. Ils ont sorti le bébé. Donc déjà, le bébé, il a même pas son poids avec la mère, il a même pas la tête de bienvenue. La mère, elle est bah, dans un autre monde, hein, entre guillemets. Hein. Euh, Déjà là, on sait qu'on a généré un trauma, on a généré une séparation. Si on sait qu'on touche un bébé animal, la mère, elle a tendance à le rejeter. Donc, quid de l'humain? Parce que l'enfant, un des premiers sens qu'il a, c'est l'odorat. Donc, si on touche la mère, on touche le bébé, ben, on vient perturber ce lien-là. Et donc, mon collègue, qui donc, se retrouve lui à faire le pot à pot, ce qui est déjà bien, me dit donc ah ben heureusement qu'on était à l'hôpital, parce que sinon, bah, j'aurais perdu ma femme et mon bébé. Et puis, moi, dans ma tête, en fait, je me suis dit, mais ça, c'est ce que tu crois. Mais si tu avais laissé faire les choses, ta femme n'aurait pas été ouverte en deux, ton bébé, il aurait eu la meilleure arrivée au monde, et toi, tu aurais eu zéro stress et pas de trauma autour de la naissance. Parce qu'au final, même le père est traumatisé. Et donc ça fait partie des choses où ben, faut déconstruire, en fait. Parce que euh, tout est question de point de vue. On te présente un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Il y en a des milliards de points de vue. Donc c'est à chacun de se dire, OK, c'est une proposition, quelle est la mienne? Moi, la mienne, elle a été différente de me dire, bon, ben, je ne veux pas de césarienne pour ma femme, je ne veux pas d'une arrivée forcée pour mon bébé. Donc, en fait, si je veux ni l'un ni l'autre, j'ai tout intérêt à faire confiance à ce que ma femme ressent, à être là, juste pleinement présent à l'écoute, et en fait, à mettre en place les conditions idéales pour l'accouchement, même pour l'enfantement. Et c'est juste ça, et puis à visualiser les choses, c'est-à-dire que, ok, nous, c'est la visualisation qui nous a aidés. Plus on avançait dans le processus, et plus à la fin, on se voyait, on imaginait l'ambiance, on imaginait les choses. Plus on le rend réel, et mieux c'est, parce qu'au final, quand ça arrive, on est en sécurité. Après, forcément, il y a toujours cette part de stress. Hein. Le jour J, je te dis pas que j'ai tendu. Qu'est-ce que tu as retenu de c'est quoi les conditions idéales en tant que partenaire à mettre en place pour la naissance? Très simple. C'est demander à la femme ce qu'elle veut. C'est aussi simple que ça. C'est de quoi as-tu besoin? Mais en amont, parce que le jour J, en fait, il faut pas la déranger. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Donc, en amont, c'est identifier ce dont elle a besoin. Et en fait, le jour où c'est l'heure, eh ben, elle est feu. Et en fait, elle a besoin de quoi? D'intimité. Donc, on n'avait mis que des bougies. Éclairage à la bougie, chaleur. Il faut qu'elle se sente en sécurité. C'est toujours pareil, c'est une notion de sécurité. Donc, de la chaleur, lumière tamisée, bougie. On avait prévu le spa, mais au final, ça a été trop long à se remplir. Moi, ça m'a permis de m'occuper pendant 2 heures. La laisser tranquille. Mais non, en fait, ça, elle avait besoin de boire, je lui menais à boire. Elle avait envie de manger des dates, je lui donnais des dates. C'était simple, c'était très simple. Juste être là et répondre à ses besoins. Aussi simple que ça. Et puis, en fait, moi, là, à travers les dernières formations que j'avais fait, comprendre que le cerveau humain, c'est la survie. En fait, l'homme est programmé pour la survie et la reproduction. C'est aussi simple que ça. Donc, pour survivre, ce qu'il faut, il faut être en sécurité. Donc, en fait, si on sécurise l'individu, en fait, il ne peut qu'être dans des bonnes conditions pour réussir à faire des grandes choses. Donc, je pense que c'est aussi ce qui permet à la femme enfin, moi surtout à Clara, d'avoir pu à ce moment-là être au top, entre guillemets, pour elle. C'est juste de lui offrir l'espace qu'elle avait besoin. Je veux dire, au début, j'ai voulu. Enfin, on a toujours ce besoin de se sentir utile en tant que père, surtout dans ces situations-là, parce qu'on ne sait pas trop. Enfin, dire, à un moment donné, c'est elle qui ressent tout, nous on ressent rien, on voit, on entend les cris, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? On a envie d'être utile, on se dit, ah, peut-être qu'elle souffre, que je puisse l'aider, etc. Comment je peux faire? Enfin, c'est 10 000 questions à la seconde.
Donc au départ, je la vois, elle s'installe, elle met des serviettes partout, elle fait sa vie. T'as besoin de quelque chose? Non, on va remplir le spa. Donc ok. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai rempli le spa et puis voilà. Et puis au final, bon, c'était trop long. En plus, elle avait tiré toute l'eau avant, donc en fait, plus d'eau chaude, enfin, c'était une catastrophe. Donc bon, au final, au bout de 2 heures, j'ai arrêté. J'ai dit bon, ben, on va faire différemment. Et, euh, Et après, ouais, c'est vraiment ce truc de se dire, OK, on a la volonté d'être utile, mais est-ce qu'on est réellement utile? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et donc, à un moment donné, je me suis- j'ai pris l'initiative pour aussi l'aider, c'était de lui presser le bassin. Parce que j'avais vu justement sur un, un des accouchements en césarienne, quand le bébé vient par le dos, ça soulageait grandement. Donc en fait, quand je me suis dit, je vais essayer, parce que je voyais que là, ça commençait à s'intensifier, je voyais que c'était de plus en plus dur pour elle. Et en fait, je suis venu lui presser le bassin. Ça tombait bien, j'avais prévu de faire une séance de muscu ce jour-là. Ben, j'ai passé la séance la plus dure de toute ma vie, parce qu'en fait, quand on presse très fort. Et donc là, en fait, c'est tout bête, mais à ce moment-là, je me suis dit, je débranche le cerveau. Chaque vocalise, je presse. Et entre chaque contraction, je m'allonge et je me repose. Et c'était aussi simple que ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais voir est-ce que c'est réellement utile ou pas ce que je fais. Je suis parti et j'entendais qu'elle criait de plus en plus fort. Je me suis dit, bon, c'est son signal qu'elle a besoin de moi. Donc en fait, à ce moment-là, ça s'est mis en place tout seul. Et c'était, entre guillemets, juste du non-agir d'une certaine manière, mais juste être là pour ça, quoi. Elle avait besoin de ça, bon, mais c'est ce que je faisais. Donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce que je retiens, c'est interférer le moins possible et être utile réellement, quoi. Donc c'est ça. Et moi je me dis, voilà, on a quand même d'autres projets bébés. Si demain un nouveau bébé présente, je me dirais, je ferai encore moins. Réellement, je ferai beaucoup moins. Juste créer l'environnement. Et puis s'il faut aller jouer avec ma fille de l'autre côté, j'irai jouer avec ma fille. Et en fait, je la laisserai faire encore plus parce que euh, tant qu'on était dans cette dynamique-là, tout allait bien, etc. Et à un moment donné, pendant l'accouchement, donc ben forcément, Léana, elle commence à descendre. On commence à voir les pieds, donc là, bah, on commence à se dire c'est réel. Et, euh, et en fait, elle a une phase de latence avec Eleana qui est pendue par la tête. Un bras dedans et pendu par la tête. Et en fait, là, moi, à ce moment-là, retour à un état un peu moins, on va dire, automatique. Et là, je me suis dit, putain, elle va s'étouffer, alors qu'en fait, elle a jamais respiré de sa vie. Du coup, je me dis, ouais, enfin, ouais, je vois ce corps pendu, inanimé. Enfin, d'un coup, moi, là, je suis parti dans une projection. Et là, j'ai perturbé les choses. Bon. Parce que du coup, j'ai à Clara, il faut qu'elle sorte. Elle a voulu pousser alors qu'elle n'avait plus de contraction. Donc, ça a même créé une déchirure. Enfin, en fait, c'est là où on se rend compte que ben, nous, en tant que compagnon, assistant, on peut perturber les choses. Si moi, à un moment donné, là, à ce moment-là, je projette pas une peur, que je reste juste confiant toujours. C'est-à-dire que j'étais pas suffisamment confiant, je pense. À un moment donné, il restait une part de doute et ça a perturbé les choses. Et, en fait, si je restais moi pleinement confiant, à ce moment-là, je n'interfère pas. Je me dirais, elle voit pas ce qui se passe. C'est juste moi et ce que je vois, mais elle voyait pas. Elle, ce qu'elle sent, c'est que ça descend, elle sent qu'il y a une pause, qu'elle a besoin de se reposer. Et donc, en fait, moi, je ne dois pas parler à ce moment-là. Et là, je parle, je viens de débrancher elle aussi sa connexion. Et donc, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, sur un prochain, je ferai quasiment rien, je pense. C'est démerde-toi. Je suis à côté si jamais, mais ouais, juste de quoi tu as besoin au départ, et puis après, je te laisse gérer, quoi. Tu sais faire. En fait, c'est aussi simple que ça. Enfin, et ça me ramène à une partie du documentaire de Ninana où ils interrogent une Africaine. Et justement, bah, la maman, il l'amène dans un coin reculé et puis allez, débrouille-toi.
quand elle explique comment ça se passe en France, mais elle rigole. Elle se moque d'eux. Elle dit, mais vous savez pas faire, vous êtes des fous de fous. Là où maintenant, ici, c'est l'inverse. Si on veut faire les choses naturellement, on dit, mais vous êtes fous. Ouais, enfin, la folie, c'est à définir, hein, mais bon, pour moi, la folie, c'est aller contre nature. Hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, cette partie-là, effectivement, donc c'est une partie du documentaire. Dans le documentaire, faut pas pousser, où c'est chez les Aipos, où tu as cette matriarche qui laisse cette personne qui va enfanter en lui donnant une tape sur la tête, qui s'éloigne, et il y a Michel Audin derrière qui dit oui, mais elle est partie, mais elle n'est pas partie bien loin, elle est sur donc en train de faire en sorte que personne vienne perturber et tout. Et c'est, je crois, la partie de documentaire qui me touche le plus. C'est à chaque fois, c'est en fait, c'est ouais, ça veut tout dire. C'est ça. L'image veut tout dire. C'est aussi, en fait, ça résume tout, c'est-à-dire laisser la personne seule dans un environnement sécuritaire et puis juste faire confiance, quoi. Je pense que même dans ces tribus-là, ils acceptent la mort. Après, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est oui, forcément, si on revient à l'état d'animal, il y a la sélection naturelle. Donc, oui, il faut accepter que la mort est partie prenante de la vie. Après, il y a aussi, si on va un peu plus dans le côté spirituel, on va dire, qu'est-ce que la mort? La mort, peut-être, c'est qu'une étape. Et moi, ça m'aide beaucoup aussi dans l'accompagnement de mes patients, c'est que suffit on ne sait pas ce que sont réellement les choses. On ne sait pas s'il y a quelque chose après la mort, on n'en sait rien. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux choisir de placer une croyance qui nous nourrit. Et moi, ce qui m'a permis d'aider, c'est de me dire, je fais le choix de croire en la réincarnation, parce qu'à ce moment-là, je me dis, quitte à ce qu'on meure, autant que ce soit utile et qu'on puisse revenir à travailler sur d'autres choses. Et en fait, ce choix-là, il est très simple, c'est que si je crois en la réincarnation, je n'ai plus peur de la mort. C'est tout simple, puisqu'en fait, la mort n'est qu'une étape et c'est pas l'aboutissement. C'est une étape. Et à ce moment-là, ces croyances-là, elles aident aussi parce que la perte d'un bébé, aussi dur soit-il, il ne faut pas minimiser ça, hein, franchement, mais aussi dur soit-il, qu'est-ce que ça peut signifier? Peut-être que ce bébé vient aujourd'hui en faisant ce choix de mourir, parce que pour moi, tout est question de choix. On a toujours le choix. Et donc en fait, c'est le bébé qui nous choisit, fait le choix de cette expérience-là, parce que pour sa construction, c'est nécessaire de vivre cette étape-là. Et il vient choisir une famille pour leur faire vivre, entre guillemets, cette étape-là aussi. Donc en fait, alors c'est pas forcément facile à admettre, c'est peut-être difficile à entendre pour beaucoup, mais moi je me dis, en fait, c'est utile. Il y a des fois où c'est utile. Et plutôt que de voir ça comme un drame, même si c'est très 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 difficile, ça vient de nous apprendre, ça vient de nous construire, ça vient de nous renforcer. Et vraiment, c'est en plaçant ces croyances-là aussi hein, que ça me donne des ressources parce que, comme je te dis, il faut accepter qu'on puisse perdre le bébé, on puisse perdre la maman aussi, on n'en sait rien. Mais au moins, en plaçant ces croyances-là, c'est aussi qu'est-ce que moi, ça va m'apporter, quelle est ma place. Ça te ramène, comme je te dis, voilà, face à l'immensité de la nature, du vivant et aux lois naturelles, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc vraiment, pour moi, c'était ça a été aussi une des choses qui m'a aidé. Et c'est vrai que ce documentaire-là, cette phase-là, elle est top. Elle est top parce que tu te rends compte qu'il y a besoin de rien. Vraiment, hein. Je veux dire, ils sont dans les conditions les plus précaires. Hein. Elle est dans la nature avec tout, entre guillemets, les bactéries que ça implique. Et puis voilà, donc à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Et puis après, il y a beaucoup de choses, mais quand on regarde sur le développement du microbiote, l'enfant il a besoin d'être exposé aux germes. Le microbiote il se construit dans les 0 à 2 ans.
Donc, s'il n'y a pas d'exposition à des germes, on a des enfants fragiles. Moi, mon but, c'est que ma fille, elle soit résistante. J'ai envie que, d'une part, en préconception, c'est à nous de faire le taf, de bien manger, d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que on va lui transmettre une partie de nos bactéries et surtout notre code génétique à l'instant T. Donc, c'est pas parce que j'ai pu faire des bonnes choses X temps, et puis qu'après là j'ai une hygiène de vie dégradée, ben, mon enfant il va plutôt bénéficier de cette phase dégradée, que si je fais en sorte d'avoir une hygiène de vie ben, propre, mon enfant il va bénéficier de ça, quoi. Donc c'est aussi comprendre tout ça, et c'est là notre place aussi en tant que parent, c'est tout le travail en amont, c'est après aussi, quand le bébé est là, c'est d'avoir les bons comportements. Nous, elle a quasiment jamais été malade. Ça a duré peut-être 48 heures max. Elle a pris 0 traitement, c'était du pot à pot, c'était de l'allaitement. Et en fait, ça suffit. Enfin, l'enfant, il a une vitalité tellement énorme que il crée des grosses crises aiguës et c'est fini. Donc ça, c'est ça la nature. Et donc, bref, faut reprendre sa place d'animal humain, on va dire. Ça, en fait, c'est reprendre cette place-là et laisser la nature faire les choses. Bah, je sais que, bon, Michel Ardan en parle beaucoup, mais tout ce qui est accompagnement des mammifères, les vaches, les brebis, les personnes qui les accompagnent savent que plus ils interviennent, plus ils foutent de la merde. Ah, mais c'est clair. Et c'est à quand qu'on va percuter pour les humains? Je pense que on est face à un autre conflit. Enfin, faut pas se cacher. Hein. Exactement. Donc, c'est surtout quand les gens en auront marre enfin, vont prendre conscience des choses. Le problème en France, c'est que la sécurité sociale, on a l'impression de rien payer. C'est ça le problème, c'est qu'on paye pas à l'acte, à l'instant T. Donc les gens n'ont pas conscience du coût des choses. Et ça, c'est un gros problème parce que s'ils avaient conscience du coût d'un accouchement, du coût d'une intervention, etc., peut-être qu'ils feraient autrement. Parce que, comme je te disais, voilà, entre 5 000 et 15 000 euros, il y a quelqu'un qui les paye, ces sous-là. Donc, si la personne qui accouche, elle en fait partie. Et le conjoint et la famille. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est avoir conscience du coût des choses. Et le problème, c'est que le système tel qu'il est fait en France, ça ne le permet pas. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens autour de moi. Alors, peut-être parce que je suis dans cette démarche-là, donc forcément, je rencontre des gens qui sont dans la même démarche, mais qui ont vécu des choses, des accouchements difficiles, traumatiques, etc., et qui se disent, je ne veux plus ça, parce qu'ils se sont rendus compte que l'hypermédicalisation générait plus de problèmes, et qui ont fait des choix alternatifs derrière. Donc, je pense que c'est aussi une étape en fait à franchir. Certains doivent la vivre en premier, c'est-à-dire qu'ils doivent passer par cette étape-là pour pouvoir ensuite faire un autre choix. Et d'autres, et je pense que c'est le cas de Clara, sont des porte-parole en fait et doivent de suite, dès la première fois, en fait, complètement, comment dire, vivre ça, enfin, en être le porte-drapeau. Et c'est parfait. Moi, j'ai une patiente que j'ai accompagnée, elle a accouché de 2 jumeaux à la maison. Alors, elle avait déjà fait un AAD. Elle avait une première grossesse, je crois, en clinique. Ensuite, elle avait fait un AAD chez elle. Et là, en fait, quand je discutais avec elle, nous, au front, on venait d'avoir Eleana. Et je lui dis, mais c'est quoi ton souhait? Elle me dit, moi, mon rêve, c'est à la maison. C'est de les avoir à la maison. Et ton mari? Il avait déjà vécu un AAD, donc il m'a dit il est un peu plus réticent, mais je pense que ça le ferait. J'ai dit après, pense à toi, c'est-à-dire que est-ce que tu as besoin de lui réellement
voilà, est-ce que tu as une sage-femme qui t'accompagne? Parce que mine de rien, ça peut quand même être utile, une doula. Et en fait, plus tard, j'ai dit, voilà, moi je sais que par exemple, j'ai regardé Amandine Naissance, on a regardé le documentaire d'Inanna, etc. Donc, je sais même plus si elle l'a fait ou pas. Puis, moi, je la vois pas longtemps avant qu'elle accouche. Et pas longtemps après, je crois, elle m'envoie un message. Bon, ben, mes 2 bébés sont arrivés à la maison. Elle me raconte comment ça s'est passé, etc. Et puis, en fait, ben, elle, c'est simple. Elle est allée dans ses WC. C'était soit un endroit où elle se sentait en sécurité. Et elle a accouché dans ses WC. Enfin, elle a enfanté dans ses WC. Et donc, du coup, ça aide de personne, même pas son mari. Juste, elle a appelé son mari pour venir récupérer le premier. Et après, voilà, quoi. Enfin, et c'était aussi simple que ça. Et en fait, si à un moment donné, la personne, elle a une sécurité intérieure suffisante, c'est ça en fait. Si elle a une sécurité intérieure suffisante et une sécurité extérieure aussi qui est suffisante, ça fait tout seul. Et en fait, c'est plus on va générer des peurs, des croyances, plus la personne elle est en insécurité. Moi, c'est ça que je vois. Derrière, l'insécurité, la peur, ça fait vendre. On le voit aujourd'hui tout le temps, partout. Donc, voilà, c'est ça en fait. Hein, mais je pense qu'il va y avoir à un moment donné un réveil des gens, une prise de conscience. Parce que c'est pas naturel. Quand on voit, enfin, moi dans l'accompagnement, hein, je me rends compte tous les traumas que ça génère, des problématiques physiques, émotionnelles. Et c'est pas négligé en fait, parce que c'est des poids qu'on porte toute sa vie. C'est génétiquement des choses qu'on transmet aussi à ses enfants. Donc, on transmet une histoire, hein, on transmet pas que des cellules, enfin, des cellules avec la mémoire cellulaire, on va dire, l'histoire. Donc, c'est lourd après, hein, ce qu'on fait porter. Et en fait, ça, c'est des formes de conditionnement aussi. Je veux dire, donc, faut pas l'oublier. Donc, je pense qu'une des premières choses à faire, peu importe qui on est, ce qu'on fait dans la vie, c'est remettre en question un peu toutes les choses qu'on nous vend comme absolues et se dire est-ce que ça a du sens pour moi en fait? Si ça a du sens, ok, feu. Si ça n'a pas de sens pour moi, que ça résonne pas, il faut pas s'infliger des choses. Et ça, c'est des choses que personnellement, moi, je me suis infligé pendant des années et des années. Et comme je te dis, ça arrivait dans une phase où là, j'étais en train de déconstruire. Donc, du coup, j'avais les ressources parce que j'étais en plein dedans, quoi. Et puis, Clara, qui avait un caractère, et savait ce qu'elle voulait. Donc, en fait, je peux que lui faire confiance sur tout ça. On en revient à ça. Si elle a la sécurité et que pour elle, c'est ça, en fait, il faut juste. C'est pas moi qui vais enfanter. Donc, il faut juste lui faire confiance. Et au pire des cas, s'il se passe quelque chose, ils vont pas la laisser mourir. Hein, donc, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est que s'il y a il y avait eu complication ou quoi que ce soit, l'humain, il a l'instinct de préservation. Donc, elle va pas se laisser mourir. Et forcément, elle saurait à ce moment-là manifester le besoin. Et on a la chance d'être dans une société avec des services qui sont quand même relativement rapides. Donc, à ce moment-là, c'est bénéfique d'avoir une équipe médicale où on puisse appeler, etc. Donc, oui, faut pas oublier que ça peut être utile dans certains cas, mais c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est pas, on doit pas forcément passer que par ça, quoi. C'est un outil. C'est comme tout. C'est un outil. Si le moment se présente, il doit être utile, on l'utilise. S'il n'est pas utile, on ne voit pas pourquoi on va se l'imposer, quoi. Ça me fait penser, tu sais, à l'exemple de... comment ça s'appelle les personnes qui travaillent le bois? Les... Les ébénistes? Voilà. Les ébénistes, très, très, très souvent, en travaillant le bois, il y a le pouce qui saute. C'est comme si un ébéniste, il termine sa formation en se rendant à l'hôpital, comme ça, de manière très sécuritaire, on leur retire les pouces, il y a une belle cicatrice, tout est nickel. Non, on fait jamais ça. Non, c'est un non-sens. Donc, oui, quand on est dans... Donc déjà, effectivement, enfin,
ce que tu partages, c'est venu. Enfin, il y avait des grands oui du cœur à chaque fois qui criaient à l'intérieur de moi. Que ce soit, effectivement, plus on laisse faire l'individu qui enfante, plus on laisse faire la femme qui enfante, plus elle est connectée à ce qui se passe à l'intérieur et plus c'est sécuritaire parce qu'elle va être en lien de ça va pas et instinctivement, tu vois, je pense à des vidéos, il y a certaines mamans qui aspirent leur bébé. C'est et on leur a jamais appris. Ou elles Mmh. frottent, assez frénétiquement le dos du bébé. C'est et quand on parle, quand on leur dit parce que là, je repense à une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps qui m'a rendue folle, où, c'est une personne qui, dit à la nouvelle mère là: «Vas-y, frotte-lui le dos, maintenant dis-lui bonjour, voilà, t'inquiète, il va bien». C'est mais pourquoi? Pourquoi? Et donc tu vois cette mère qui est complètement désabusée et qui, au lieu de tomber en amour de son bébé, est complètement connectée. Alors, la personne n'était pas une sage-femme parce que justement la vidéo disait que, qu'est-ce qui se passe quand la sage-femme n'arrive pas? Mmh. C'est inné, oui, mais il y a quand même quelqu'un qui est venu complètement péter la la bulle de la naissance et je sais pas pourquoi je suis partie aussi loin. Mais bon, voilà, que ce soit, le fait d'essayer de prévenir en amont comme quoi on va empêcher les difficultés, ça crée justement des difficultés parce qu'il y a vraiment une méconnaissance sur le bon fonctionnement de la physiologie de la naissance et heu et voilà. Là, j'ai un gros blanc de je ne sais plus ce que je voulais Non, mais dire. après, je pense que ça rejoint un truc, c'est que, plus on va parce que des fois, il vaut mieux ne pas savoir, je pense. Parce qu'en fait, si on sait pas, on n'a pas de conditionnement. C'est aussi simple que ça. Si on sait pas à quoi s'attendre, donc en fait, on n'a aucune attente et c'est là où les choses, s'accomplissent par elles-mêmes et plus on vient, projeter des choses, plus on vient faire rentrer de l'information, plus on crée une influence et c'est vraiment ça, en fait. C'est soit je fais le choix des influences que je veux avoir et à ce moment-là, je me crée un propre conditionnement, mais qui va vraiment être utile. Soit en fait, des fois, il vaut mieux même pas s'y intéresser. Parce que moins j'en sais, moins je suis influencé. Et du coup, de manière, comme on en revient toujours, c'est la survie, c'est l'instinct de survie. De manière instinctive, le système sait quoi faire. Donc si je suis pas conditionné, ah ouais, mais là, il faudrait que je me mette comme ça. Enfin, c'est tout bête, hein, mais si je suis pas conditionné à ça, naturellement, je vais le faire. Enfin, je veux dire, moi, quand j'accompagne mes patients, c'est aussi simple. La personne, elle a mal à un endroit, elle me dit, ah, mais quand je lui pose la question, mais qu'est-ce qui vous soulage? Systématiquement, la personne fait le geste utile et parfait. Donc, en fait, c'est tout bête. Le corps, c'est aussi simple que ça. Donc, le savoir, c'est une chose, mais des fois, il vaut mieux pas l'avoir, quoi. Parce que on crée, voilà, je dis, une croyance, une condition, et c'est pas toujours utile. Donc, c'est soit je le mets à mon service, et à ce moment-là, je fais des choix, des fois d'aller prendre des croyances qui sont très spécifiques, mais parce elles me sont utiles, et peut-être que je serai les seuls à les avoir. Mais vouloir prendre toutes les informations, c'est trop, c'est pas utile, et on s'y perd en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, des fois, parfois, en savoir le moins possible est plus utile. Et ça rejoint ce que tu dis. Et si on a vu que X étude dit qu'il y a tant de personnes voilà, qui se coupent le pouce, bon, on va couper le pouce, mais c'est débile. Quelle est la valeur de cette étude? Par quoi elle est financée? Qui la publie? Est-ce qu'elle a été relue? Est-ce qu'elle a pu être reproduite? Aujourd'hui, moi, j'aime bien des fois me renseigner sur les études. 90% des études qui sont proposées, seuls 10% peuvent être répétées. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont toutes biaisées. C'est aussi simple que ça. Euh, je vais te faire une confession.
pour te dire à quel point on peut orienter complètement les études, j'ai été tuteur de mémoire pour une élève. Et en fait, on avait déterminé un postulat et on voulait à tout prix que le postulat, ça se réalise. Donc en fait, on a amené tous les résultats de l'étude et on les a interprétés de manière à ce qu'ils disent ce qu'on veut. Donc en fait, c'est juste de l'interprétation et un angle de vue. Les chiffres, il suffit que tu les lises dans un autre sens, tu as une autre réponse. Mais nous, le travail qu'on a fait était en ce sens-là. Cette étudiante, elle a fini avec la meilleure mention possible pour son mémoire. Et elle est passée devant des rhumatologues, des cliniciens, etc. Et ils ont été stupéfaits. Mais c'est pour te dire, en soi, en fait, on avait déterminé déjà le résultat à l'avance. C'est pas très sain, mais c'est-à-dire que même moi, à petite échelle, on avait pu le faire avec juste un intérêt, après, de produire un travail pour qu'elle puisse avoir son mémoire. Mais je me dis, avec des enjeux financiers, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut regarder, en fait. Il y a ça aussi. Et surtout, là, quand on prend conscience que la plupart des études, on ne peut pas les reproduire, bon, en fait, à quoi bon passer son temps à se fier à ça, quoi. À un moment donné, il y a des choses qui sont millénaires, qui sont empiriques, qui fonctionnent. Parfois, ça suffit. Alors, quand tu racontais la naissance, tu t'es arrêté au fait que ta fille est arrivée avec le corps qui pend et le bras, enfin, entre deux mondes, quoi. Mmh. C'était un moment où toi, tu es revenu dans le mental, où tu as commencé à parler. Est-ce que tu peux nous raconter la suite et peut-être aussi un peu la naissance du placenta et du postpartum pour voir comment vous avez continué un petit peu cette histoire? Oui. Bah, je te dis, à ce moment-là, moi, vraiment, là, j'ai switché. Là, il y a toutes mes peurs qui sont remontées à la surface. Euh, du coup, bon, c'est là où, comme je te dis, je suis intervenu et ça a perturbé les choses, puisque forcément, elle, ça l'a amené à se faire une petite lésion. Après, elle a repris le dessus, c'est ça qui est important. Et elle m'a dit non, là, moi, je n'ai pas de contraction, donc tiens-toi prêt, mais tu attends. C'est aussi simple que ça, quoi. Elle n'a peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas, le message était clair et net, quoi. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de contraction, donc c'est comme ça. Donc là, de nouveau, re-switch, en fait. C'était aussi simple que ça. C'est la phase de peur et de nouveau re-switch. Et du coup, j'attendais de l'attraper. J'avais pris une serviette, j'étais derrière Clara, puis j'attendais de récupérer Eliana. Et donc, elle est arrivée au final très vite, je crois. Il a suffi d'une poussée quasiment pour qu'elle sorte complètement. Donc là, de suite, elle s'allongeait sur le lit. Moi, je l'ai mise au sein. Enfin, je l'ai passée et après, elle est venue au sein. À ce moment-là, elle avait quand même du mal un petit peu à téter. Parce qu'en fait, si tu veux, comme elle était restée bloquée comme ça, là, avec son épaule, elle s'était bloquée la mâchoire. Donc, il y a un côté où vous pouvez téter et un côté où elle mâchait. Donc, il y avait un sein où il y avait des crevasses et du coup, un sein où... Enfin, bon, ça s'arrête par la suite, mais... Et donc, en fait, assez rapidement, quand elle a tété, Clara a senti de suite de nouveau des contractions au niveau du placenta. Mais comme elle avait des difficultés à téter, là, on est allé chercher, enfin, elle m'a demandé d'aller prendre le tire-lait. Donc, en fait, on a la stimulé en faisant le tire-lait. Et je crois que, honnêtement, 20 à 30 minutes, le placenta est sorti. Pas la totalité. Euh, il manquait un tout petit bout. Et alors, je pense que c'est lié au fait qu'à un moment donné, Clara s'est baissée, le pied d'Eliana a touché, elle a bougé la main dedans. Donc, je pense que ça, voilà, ça a été ce qui a peut-être géré la lésion du placenta. Et donc, en fait, voilà, à ce moment-là, donc, une grosse partie du placenta est sortie. On l'a laissé accroché tant que le cordon était bien alimenté. Et Clara est allée prendre sa douche, en fait, parce qu'elle avait le besoin
de chaleur, voilà, de se laver, de tout ça. Et dans la douche, paf, le placenta est tombé, le morceau restant. Donc là aussi, un moyen de déconstruire une dernière peur. Donc ça, c'était parfait. Et du coup, quand le cordon a arrêté de battre, on a fait le choix de le couper. Donc j'ai laissé Clara ce rôle-là. Moi, je suis allé stériliser les ciseaux et puis j'ai permis de le couper. Et là, par la suite, elles se sont reposées. Donc moi, je suis allé annoncer ça parce que mes parents habitaient pas loin, donc je suis allé leur annoncer donc la naissance. Et donc ensuite, ouais, ça a été vraiment une autre erreur que je ne ferai plus, c'est aussi de vouloir trop vite aller présenter aux autres, parce que forcément, ils ont voulu venir voir, etc. Et en fait, là, sur une prochaine naissance, ce qui est clair, c'est qu'on sera dans notre bulle pendant, je pense, un bon mois, peut-être plus. Et de toute façon, s'il le voit pas dès la naissance, c'est pas très grave. Le bébé il fait que dormir. Voilà. Il n'y a pas trop besoin d'être exposé à d'autres germes que les nôtres, on va dire. Donc, et puis surtout, il y a vraiment un gros besoin de récupérer, quoi. Parce que moi, personnellement, j'étais vidé. C'était l'expérience la plus puissante de toute ma vie, mais vraiment. Pourtant, c'est pas moi qui ai mis au monde, hein. Mais c'était d'une puissance, c'était faux, c'était vraiment fou. Donc je me dis, que vit la femme? Là, la femme, elle vit un truc. Peut-être moi j'ai vécu un truc de malade, mais je me dis, la femme, c'est fois 1000 peut-être. J'en sais rien, mais c'était vraiment puissant. Et puissant dans tous les sens, dans le sens où on se rend compte, en fait, qu'on est capable d'engendrer la vie et de lui permettre d'arriver dans les bonnes conditions. En fait, on est juste capable, c'est ça qu'en fait, faut retenir. On est capable de tout. On est capable de tout. Et puissant dans le sens où, en même temps, ça m'a mis face à mes peurs. Vraiment des peurs profondes. De l'avoir pendu, ça m'a vidé aussi. À un moment donné, j'étais entre j'étais livide. C'est aussi simple que ça. Une fois que tout est retombé, là, j'étais complètement vidé, livide, traumatisé, réellement. Enfin, cette scène-là, en tout cas, a été traumatisante pour moi. Il a fallu un jour pour m'en remettre. J'ai réussi à en parler au bout d'un jour avec Clara. Pleurer un bon coup, et puis voilà. Ça m'a vraiment permis de suite l'évacuer. Et aujourd'hui, ouais, en fait, aujourd'hui, quand on sort de la part émotionnelle, on se rend compte que bon, en fait, elle avait jamais respiré, enfin, pas de souci, quoi. C'était normal, quoi. Donc, le fait d'avoir vécu une fois me permet aussi de prendre du recul sur plein de choses. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui amène de la force, de la puissance. On est capable. On oublie en fait tout ça. On a tendance à réduire l'homme, mais l'homme avec un grand H, hein, la femme compris quoi. À les réduire, on leur enlève leur part de divin, on va dire, et on leur enlève cette force qu'il y a dans l'humain en fait. Et l'humain, il peut tout accomplir. Donc s'il oublie, c'est bien de se le rappeler. Et ça, c'est, je trouve, un des meilleurs moyens de le rappeler. Et surtout, moi, ce que je vois, et c'est vraiment quelque chose qui arrive à toutes les femmes qui font ça, c'est que derrière, elles sont inébranlables. Il y a plus rien qui peut les toucher, quoi. On retrouve le sacré féminin. On retrouve ça. Quelque chose qu'aujourd'hui, pour toutes les mamans qui, en tout cas, moi, celles que j'ai pu accompagner et qui ont enfanté en maternité, elles n'ont pas cet empuissancement, quoi. Il n'y a pas cette connexion aussi forte à l'enfant, cette connexion à la terre, on va dire, à la mère. Elles l'ont pas, quoi. Là où, quand je vois ce que ça génère chez Clara et les autres mamans que je connais, on se dit en fait, plus rien ne peut les déstabiliser, quoi. C'est des rouleaux compresseurs. Mais je pense que justement, on ne veut pas ça. Réellement, parce que c'est des gens qui font peur au système. Donc c'est pour ça qu'on veut pas, on veut pas sortir du système, parce que sinon les gens seraient trop puissants. Et du coup, ils se rendraient compte qu'ils sont capables de faire, de
super en fait. Et quand on n'a pas besoin d'assistance, quoi. On a juste besoin d'être accompagné, je pense, honnêtement. Parce que on a besoin de gens qui croient en nous et qui nous amènent sur le chemin. Mais le chemin, c'est que nous qui devons le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ont tendance en fait, on nous a assistés depuis toujours. On nous a pris par la main, on nous a amenés sur un chemin auquel on ne veut pas aller. Mais on n'en a pas conscience qu'on ne veut pas y aller, puisqu'on ne sait pas. C'est pas les autres options. Mais quand on prend conscience qu'il y a des choses qui sont irrationnelles, illogiques, qui sont contre-intuitives, qui sont contre la santé, à ce moment-là, on choisit son chemin. Et là, à ce moment-là, on choisit avec qui on va être accompagné. Mais c'est juste des gens qui nous accompagnent. Ils marchent à côté de nous, ils nous montrent des perspectives, ils nous amènent de la réflexion. Mais le chemin, c'est toujours nous qui le faisons. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment ça qui est pour moi pertinent, en fait. Et on en revient vraiment à cette notion de choix. Je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans la vie, qu'importe ce qui se passe, on aura toujours le choix. On sera face à des choix. Et ces choix, ils sont, pour moi, le plus important, c'est de les faire, en fait, réellement. De faire des choix réellement et de pas faire des choix par automatisme. Plus on est en mode automatique, moins on a de réelles actions sur sa vie, en fait. Et au contraire, il faut comprendre qu'il y a des fois, c'est utile le mode automatique, c'est la préservation. Mais bien souvent, si c'est pas le chemin le plus utile pour nous. C'est des chemins qui sont là, entre guillemets, des garde-fous. Mais la plus belle route, c'est pas forcément la ligne droite, quoi. C'est celle qui est un peu sinueuse, où il y a un peu de l'ombre, mais à la fin, on voit la lumière, quoi. C'est ça qu'il faut aussi se dire, quoi. C'est, pour moi, plus l'expérience, elle est, comment dire, coûteuse. C'est-à-dire, elle demande des efforts, et mieux c'est. Parce que derrière, on construit des choses et c'est à vie, quoi. Que si je fais des choix par dépit ou par automatisme, j'ai même pas conscience de ce que je fais. Et la notion de conscience, elle est vraiment importante. Plus j'ai conscience des choses, plus je prends conscience de la valeur des choses aussi. Tu parlais de soutien. Là, tu vois, ça me fait penser à deux questions. C'est est-ce que vous aviez trouvé des personnes en physique pendant la grossesse Oui. qui étaient soutenantes dans votre projet, qui étaient conscientes de votre projet, ou est-ce que vous avez préféré le garder secret? Et la deuxième... Non, Pardon, vas-y. Non, vas-y. Comme ça, moi, Non, je garderai ma deuxième question tout à l'heure. En fait, on en a parlé le moins possible. Moi, j'avais à l'époque une collègue ostéopathe où c'est elle qui m'avait amené un peu à ce sujet-là. Elle m'avait dit pourquoi vous ne faites pas un accouchement à la maison. Donc au départ, je me suis dit jamais de la vie quand elle m'en avait parlé. Et puis en fait, au final, mine de rien, voilà, le simple fait qu'elle suggère ça, c'était proposé si besoin le jour J de se rendre disponible s'il y avait besoin, etc. Donc on savait qu'on avait ça. On avait une autre amie qui avait vécu un accouchement catastrophique. Je disais l'histoire où le papa se dit heureusement qu'on était à l'hôpital, sinon elle serait morte. Bon, bref, qui elle avait quand même ce désir de gros. Donc en fait, on se dit c'est là où on est aux antipodes des choses, c'est que en fait elle avait une idée, mais elle n'était pas prête à y aller, quoi. Enfin, bref, donc même elle était au fait des choses et donc elle soutenait l'initiative. Et après, moi, j'en avais pas parlé à ma famille, on va dire, parce que euh, c'était pas réceptif et il fallait pas générer plus de peur qu'autre chose. Je pense que si je leur avais dit, on aurait été bombardé de peur parce que le simple fait qu'ils aient su après coup, ils nous ont projeté toute leur peur. Donc même une fois que le bébé était là, donc pour te dire, alors que tu vois bien que le bébé est là, il va bien, tout le monde va bien, tout le monde est heureux, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, on s'est dit qu'est-ce que ça aurait été pendant. Par contre, on en a parlé aux parents de Clara, sachant que son père lui-même était né comme ça. Et que sa grand-mère, qu'elle n'a pas vraiment connue, avait accouché, je crois, de ses 7 enfants à la maison. Donc en fait, c'était facile parce que pour lui, c'était normal en fait. Il l'a vécu, donc c'était logique.
Et du coup, ben, ouais, on savait que on avait ce petit environnement-là, mais qui était suffisant. Et après, surtout, et vraiment, moi, là où j'en reviens, c'est surtout ce qui est important, c'est le couple lui-même, c'est-à-dire d'être sûr de vouloir les mêmes choses. C'est vraiment ça, parce que s'il y en a un des deux qui doute, eh ben, il faut qu'il se retire. Soit il arrive à traverser ses doutes, soit il doit se retirer. Non, mais c'est réel, hein. Enfin, je sais que tu rigoles, mais c'est vrai, hein, parce que sinon, t'es un boulet, quoi. Il faut en avoir conscience, hein. C'est soit j'assume mon rôle, soit je me retire. Ça, je pense que c'est difficile, hein. Moi, à un moment donné, si j'avais pas eu les ressources, j'aurais fait le choix de pas être présent. Mais après, je me suis dit, mais du coup, en fait, dès le départ, t'es un père absent, quoi. Donc après, c'était autre chose qui m'a amené à... J'avais d'autres ressources, mais je pense que si on les a pas, il faut se retirer, il faut pas y aller. Il faut laisser la personne confiante et pas y aller, quoi. C'est aussi simple que ça. Faut pas être un frein. Et donc voilà, ça c'était vraiment les gens qui étaient qui ont été informés autour de nous. Même après, on n'a pas parlé à sa famille, hein. Sinon. Ouais. Oui, 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 non, des fois, vaut mieux pas. Non, alors si je rigole, c'est que euh, quand je repense en fait à mon histoire, donc Romain aussi est né librement, mon deuxième est né librement à la maison. Et ma première étant née en plateau technique, et mon conjoint avait trouvé ça génial. Et il a voulu, pour lui, on repartait exactement pour la Mm. même expérience. C'est lui qui venait, en plus, voilà, j'ai fait une grossesse libre, donc je voulais pas d'écho, pas de, pas de prise de et tout. Mais c'est lui qui venait. Bon, ce serait pas le moment de faire l'échographie, ce serait pas le moment, tout ça. Et donc je suis arrivée un peu en mode, bon, écoute, en fait, je vais t'expliquer, il y aura pas d'écho, il y aura pas de sage-femme, il y aura pas de suivi, il y aura rien, et on enfantera tout seul à la maison. Et si t'es pas d'accord, eh ben tu peux ne pas être là. Voilà, ça va très bien. Parce que Mais, effectivement, il y a cette conscience de euh, on amène une peur. La peur, c'est l'antagoniste de l'ocytocine. Et donc, c'est comment chier une naissance, c'est amener de la peur à une naissance. Et donc, oui. euh, voilà pourquoi je rigole. C'est que pour moi, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Mais effectivement, même pendant la naissance, on ressent un petit peu peur. Hop, on sort, on va boire un verre d'eau, on fait le tour de la Ah, maison. mais complètement. Voilà. Mais tu vois, après là, ça soulève un autre problème, je pense, et c'est vraiment un problème, je pense, que les gens sont, ils n'en ont pas conscience, c'est le dialogue. C'est-à-dire que même au sein d'un couple, les gens ne parlent pas. Et au final, le fait de dialoguer réellement, de dire les choses, de dire ses états d'âme, d'expliquer ce qu'on veut, où on veut aller, c'est super important parce que si au final je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, ben, je vais interférer d'une manière ou d'une autre et je vais aller à contre-courant du processus. Et donc en fait, à ce moment-là, c'est que veut la femme réellement, puisque c'est elle qui porte l'enfant et c'est elle qui va avoir l'énergie pour et les ressources. Qu'est-ce qu'elle veut et est-ce que je suis en capacité de répondre à ça? Et c'est vraiment important parce que si j'en suis pas capable, il faut accepter de se retirer. Et ça passe par le dialogue. Et c'est pour ça que ben, il faut en fait le plus tôt possible dialoguer, communiquer, échanger. Vraiment, c'est important. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc où dès qu'il y a quelque chose, un doute, il faut le lever de suite, il faut parler. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre l'accent sur ça. Parce que, comme tu dis, le moindre doute, la moindre peur, ben c'est des cascades en fait. On part d'une petite goutte, mais ça finit, c'est un torrent. Et il faut vraiment, vraiment pouvoir mettre les mots sur ça et en fait, ben, les balayer. C'est juste ça. C'est OK, j'ai telle peur. Bon, ben, de manière rationnelle, qu'est-ce que ça peut être? On va en discuter, etc. À quoi ça peut faire écho? Et surtout, est-ce que réellement c'est fondé? Et si au final, elle est fondée, cette peur, bon, ben, moi, je peux pas te suivre sur ça parce que j'ai cette peur-là et que je suis pas utile. Si c'est infondé et que, ben, du coup, toi, c'est quoi ta croyance? Comme ça, en fait, OK, bon, ben, il faut que je comprenne ton prisme, je me mets à ta place. Et puis à ce moment-là, ben, là, je peux marcher avec toi parce que du coup,
moi je switch, c'est ok, moi mon angle de vue il est pas bon, je vais en prendre un autre. Et ça c'est important en fait. Faut comprendre que ouais, on a tous un point de vue. Mais des fois, notre point de vue, il est conditionné par ce qu'on a vécu nous-mêmes. Mais si la personne, elle a vécu d'autres expériences, elle a un point de vue qui est complètement différent. Et d'un problème, elle voit une solution. Donc en fait, le dialogue, il est vraiment important à ce moment-là. Et donc c'est pour ça ouais, que c'est bien aussi ce que tu as fait toi, c'est de poser les conditions, de dire c'est comme ça. Moi, je veux marcher comme ça parce que c'est la maman hein, qui porte tout le projet en réalité. Hein, le papa est un accompagnant. Il faut aussi accepter ce rôle-là. Hein. Nous, notre rôle, il arrive plus tard. Moi, personnellement, mon rôle, il a été dès la naissance où mon objectif, c'était m'occuper de ma femme pour que ma femme puisse s'occuper du bébé. Et vraiment, c'était lui permettre de se reposer un maximum, de ne rien avoir à faire que s'occuper du bébé. Il est là le rôle du papa. C'est amener les ressources. Amener les ressources, amener tout ce dont le foyer a besoin. Et voilà. Et ça, en fait, il faut accepter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après, c'est toujours pareil, on est sur des lobbies, sur du lobbyisme, mais on veut la femme émancipée, etc. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'elle veut? Est-ce que c'est réellement son rôle? Je suis pas convaincu. Je pense que la femme a besoin de sa liberté, mais pour exprimer son rôle de mère. Parce que c'est quand même, enfin, depuis toujours, la femme porte la vie, la transmet, éduque. Et en fait, si pour moi, elle peut pleinement exprimer ces choses-là, en fait, elle est vraiment dans le féminin sacré. Et derrière, eh ben, elle aura encore plus de ressources pour pouvoir aller se développer en tant que femme dans ses autres champs de compétences. Mais il faut vraiment que ce rôle-là soit rempli. Et pour ça, le père doit être la ressource. Il doit vraiment accepter peut-être d'être moins proche du bébé. Moi, ça a été difficile, hein, les 3 premiers mois. Le bébé, il est au sein, il dort. Moi, je l'avais pour la changer. Voilà ce que je faisais, les change la nuit et à manger. Et à manger pour ma femme parce que le bébé était. Mais voilà, les machines, tout ça, à un moment donné, oui, et puis ramener un peu d'argent à la maison parce qu'il faut bien vivre. Et c'était ça. Et puis en fait, le retour sur investissement, je l'ai aujourd'hui. Je l'ai eu à 3 mois. Je l'ai eu. C'est que le bébé, une fois que il a pu pleinement croître et qu'il est en capacité d'aller chercher ailleurs, là, il vient chercher le papa. Et là, c'est encore 1000 fois plus fort puisque toute notre frustration, elle est récompensée. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu les choses. Et vraiment, je me dis, aujourd'hui, je le vois, c'est que plus je permets à Clara d'être dans son rôle de mère, plus elle s'épanouit dans son rôle de femme, dans son rôle de professeur de yoga. Et parce qu'en fait, on va combler le besoin numéro un, pour moi en tout cas, de la femme, c'est le rôle de maman. Alors peut-être pas pour toutes, il y en a qui ont d'autres missions, mais je pense que la grande majorité, c'est quand même cette mission-là, c'est de perpétuer la vie. Et je pense que c'est inconsciemment au cœur de chaque femme. Il y a vraiment cette étincelle-là. Il n'y a qu'à voir, hein, dès qu'il y a un bébé, une femme, elle change. Hein, et je pense qu'il faut en avoir conscience aussi, quoi. C'est important. Mais ouais, du coup, voilà. On en revient au dialogue, mais après, voilà, ça nous amène tout ça. Mais il faut pouvoir verbaliser les choses et amener, je pense, le bon équilibre dans le couple, la sécurité. Et voilà, si on est source d'insécurité, il faut se retirer. Au final, c'est parfait. Tu m'offres une transition géniale pour ma deuxième question. C'est que tu as parlé de ce temps de relevailles, voilà, qui, selon les références de certaines sociétés, ça peut s'étaler entre 30 et 40 jours. Même, on parle du postpartum qui dure 3 ans. Moi, ma croyance, c'est que le postpartum, c'est à vie. Une fois que tu es enfanté d'un individu, tu te transformes et tu apprends toute ta vie. Tu as parlé des besoins, voilà, que bébé soit collé à maman parce que et que toi, tu répondes aux besoins de maman. Est-ce que
justement, dans ce postpartum-là, toi, tu aurais eu d'autres besoins? Est-ce qu'au final, vous avez eu, par exemple, ce fameux village, voilà, faut tout un village pour élever un enfant. Moi, c'est, surtout, faut tout un village pour soutenir la nouvelle famille. Est-ce que vous avez pu avoir des ressources comme ça, des plats préparés, des ou qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que vous avez eu? Et qu'est-ce que vous auriez aimé peut-être pour un prochain bébé? Alors, mais je te dis, il me reste 10%, donc j'essaie de pas trop m'étaler. Donc ce qu'on a eu, bah, ma collègue qui m'avait parlé de l'AAD, etc. Bah, la première chose qu'elle a fait, c'est nous apporter à manger. Donc ça, c'est vraiment la chose, pour moi, la plus importante, c'est ça en fait. En fait, société de consommation, on offre des cadeaux. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut être pragmatique. On a besoin de ressources. C'est réel. Les ressources, c'est quoi? C'est du temps. Et en fait, le temps, on le gagne s'il y a quelqu'un qui peut nous aider sur du ménage, sur de la cuisine. C'est ça qu'on a besoin, parce que du coup, on peut se concentrer pleinement sur le bébé. On a quand même la chance, voilà, moi, il y a mes beaux-parents qui sont venus, qui nous ont amené à manger. Pareil, mes parents, voilà, cet ami. Mais on aurait aimé peut-être encore plus, réellement. C'est-à-dire que je pense sur les premiers jours, on est vidé. Hein. Moi, c'était pareil, j'étais complètement vidé. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est que soit en amont, on fait du batch cooking, mais bon, on pourra anticiper. Et dans ce cas-là, du coup, on a nos plats qui sont frais, on a déjà plus qu'à décongeler, on va dire, et c'est parti. Donc ça peut être une stratégie. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que on a besoin de temps et de ressources. Et à ce moment-là, les gens autour de nous, s'ils veulent être vraiment utiles, on n'a rien à faire des cadeaux. On a juste besoin de manger, se reposer, euh, être juste pleinement présent pour le bébé parce que c'est une transition, on va dire surtout sur un premier. Je pense qu'un deuxième, c'est encore différent parce que du coup, il y a deux écarts d'âge, donc il y a deux types de besoins différents. Donc je pense que c'est peut-être même encore plus dur, j'en sais rien, mais en tout cas, ça doit être différent. Et donc du coup, c'est ça dont on a besoin, c'est ces ressources-là. Honnêtement, offrir des tenues ou quoi que ce soit, inutile, quoi. Et je pense que c'est la société de consommation qui nous amène là, mais c'est pas des choses qui sont utiles, c'est vraiment plus voilà, nous aider voilà, à faciliter le quotidien et ça passe vraiment, je dirais, voilà, le ménage et la nourriture, quoi. Même faire des courses ou des trucs comme ça, enfin, vraiment, c'est ça qui est primordial, quoi. Est-ce que je peux me permettre d'aborder un point? Alors, je ne sais pas si j'arriverai à aller au bout. C'est la difficulté qu'on peut avoir en tant que père sur un accouchement à domicile, sur la déclaration de naissance. Parce que ça a été très, très, très sportif. J'ai la chance qu'elle soit née dans mon village natal, mon village où j'ai toujours vécu, et que je connaissais les gens à la mairie. Mais même comme ça, il a fallu que je me batte. C'est-à-dire que si on lit le texte de loi, c'est marqué le père ou le personnel médical. Donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que moi en tant que père, je peux déclarer la naissance de ma fille. Je me suis présenté en mairie avec donc mon petit papier de déclaration de naissance et donc j'explique un peu voilà, que Léna à la maison, je m'attarde pas sur le pourquoi parce que de toute façon ça ne regarde pas. Et donc juste voilà, Léna à la maison, tout va bien. Par contre il n'y a pas de sage-femme, il n'y a rien qui est venu. Je viens juste déclarer la naissance et je vais rentrer chez moi. Je suis fatigué, j'ai juste besoin de ça. Et là, on me dit, il nous faut le papier du médecin. On me dit, mais sur le texte de loi, c'est marqué le père ou le médecin. Donc là, le médecin, il n'y en a pas, donc je suis le père, donc je vais déclarer ma fille. Elle m'a dit, ah, mais nous, le préfet, c'est pas ce qu'il demande, etc. Donc elle me dit, si tu veux, je peux appeler la sage-femme du village pour qu'elle se rende sur place, etc. Elle appelle la sage-femme bourrée de peur. Ah, mais elle a projeté toutes ses peurs. Elle n'a pas voulu se déplacer.
elle a appelé l'hôpital et elle a appelé notre sage-femme. Notre sage-femme n'a pas répondu parce qu'elle savait que de toute façon, on avait lâché l'affaire. L'hôpital, ils lui ont répondu texto, la maman et le bébé vont bien, on ne se déplace pas. Donc nous, on se retrouve là, la mairie ne veut pas prendre le bébé, la sage-femme, du coup, bourrée de peur, elle ne veut pas se déplacer. Et donc, en fait, personne ne veut en fait, constater la naissance, sachant que moi, je l'ai fait, en fait. Et c'est suffisant. Donc, du coup, moi, je dis à la dame, parce qu'elle voulait pas accepter le document, je dis, écoute, on doit voir le médecin dans 2 jours pour la première visite du bébé. Je peux lui demander le papier, mais il faut que tu aies conscience d'une chose, c'est qu'il n'a pas assisté à la naissance, donc ce document sera un faux, donc je ne suis pas sûr qu'il veuille faire un document. J'ai pas d'autre choix, hein. Donc moi je suis reparti comme ça. C'est-à-dire que là, j'avais plus les ressources de me battre, j'étais fatigué, je suis reparti. Je reviens, je crois, le lendemain, j'imprime le texte de loi, je lui mène, je dis écoute, voilà le texte de loi, montre-moi ce que toi la préfecture te demande. Et la préfecture, c'est là où on se rend compte que tout est instrumentalisé. Comme marqué dans le texte de loi, il nous faut le document du médecin, nani, nani, nani. Sauf que dans le texte de loi, c'est pas marqué qu'il faut le document du médecin. Et donc, en fait, elle m'a dit, bon, on va pas batailler, je te prends le papier, on le fait, etc. Mais ouais, je pense que j'ai la chance de connaître la dame, mais je me dis, qu'est-ce que ça aurait été dans un village où peut-être je suis un nouvel arrivant, je connais pas forcément les administrés, est-ce qu'on prend pas le risque d'être dénoncé, etc. Enfin, là, pour moi, il y a vraiment un problème dans le sens où la loi dit quelque chose, mais au final, eux, ils ont d'autres consignes, quoi. Ça, c'est là où c'est grave, en fait. Et là, pour moi, vraiment un gros problème qui vient pas nous protéger, nous. Et ça, je sais que c'est volontaire, enfin, je pense, mais je trouve ça, c'est une aberration parce que la loi dit quelque chose, mais au final, ben, on pourrait être mis en porte-à-faux alors qu'on est sous le cadre légal. Donc ça, c'est vraiment un point voilà, où je voulais quand même mettre le doigt dessus parce que faut quand même être conscient de ça et il faut, mine de rien, s'armer parce que moi, j'ai vécu cette situation-là et je pense que c'est important d'avoir conscience et savoir ben, qu'il faut quand même qu'on a des ressources d'un point de vue légal et qu'il faut quand même les mettre en avant, quoi. Mais ça nécessite de l'énergie et peut-être que le jour J, on l'a pas, quoi. Donc voilà, là, c'était vraiment ce dernier point-là. Mm. Je vais remettre dans les notes de l'épisode un lien sur le papier, les textes de loi et voilà, tout ce qui permet entre guillemets de faciliter hein, la déclaration, sachant que si en face on a des gens qui, comme tu disais, sont dans leur peur, dans les machins, c'est pas entre guillemets de votre faute. En fait, si ça bloque, ça bloque. Il y a un truc qui était sorti, je me souviens, c'est que à partir du moment où une personne refuse de valider la déclaration, quand on sort de la mairie, il ne faut pas sortir sans papier qui marque nous avons refusé de faire la déclaration. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on m'avait dit qui était important de. Parce que perso, moi c'était ma peur. Voilà, qu'on nous fasse tout un Bah, chantage. ça, mine de rien, oui, c'est vraiment une peur qui est réelle, je pense. C'est une des seules peurs. Elle est administrative, elle n'est même pas en lien avec la vie, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est que c'est une des choses qui peut freiner tout un processus et qui n'est que purement administrative, alors que la loi elle-même, bah, elle dit que on est dans notre plein droit, quoi. C'est vraiment un truc où je me dis, mais c'est une aberration, quoi. Alors, il y en a beaucoup, du coup, qui font venir le SAMU ou des trucs comme ça, et du coup, le médecin du SAMU constate la naissance, et puis c'est réglé, mais nous, c'était pas notre souhait, on voulait pas qu'il y ait d'intervention. Enfin, à un moment donné, on a envie d'être tranquille à la maison, tout va bien. Là, en plus, l'hôpital qui, derrière, dit bien, non, mais on veut pas les voir si tout va bien, on va pas les déplacer, quoi. Donc, à un moment donné, même eux, ils sont pas bêtes, quoi. Il n'y a plus d'argent à se faire à ce moment-là. C'est ça.
Donc, vu que je pense au fait que tu as quasiment plus de batterie, est-ce qu'il y a un dernier élément que tu aimerais partager pour pouvoir clôturer cet épisode? Moi, je dirais juste faites confiance à la mère. Faut faire confiance à sa femme, discuter, dialoguer, mettez à plat vos peurs, euh, prendre conscience que beaucoup sont irrationnels et infondés. Et du coup, ben, aller creuser pourquoi j'ai ces peurs et les déconstruire. Une fois qu'on fait tout ce processus-là, je pense qu'on est intouchable. Et c'est là où on sera dans les meilleures conditions. Et c'est ça qui est important en fait, c'est générer la sécurité suffisante pour amener en fait le plus bel événement de sa vie, quoi. Ça vraiment c'est important. Surtout que derrière ça vous donnera des ressources infinies à vie. C'est vrai, hein. Ah, ça, c'est assez sûr, hein. C'est riche et ça offre une puissance aux individus. C'est pas incroyable, mais on mesure pas, on mesure pas à quel point. Bah, franchement, merci beaucoup. Je crois que ça a coupé. Non, tu es toujours là. Ouais, ça, je pense que c'est parce que j'ai quasiment plus de batterie là. D'accord, ok. Alors franchement, je garde ce petit moment pour te remercier pour ce super moment. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très riche, très intéressant, très puissant. C'est venu vraiment résonner dans plein de choses. Donc vraiment, merci beaucoup. Et je trouve ça voilà, vraiment magnifique de pouvoir avoir vos deux partages en effet miroir comme ça. C'est extrêmement riche. Donc vraiment, merci de tout cœur pour ta confiance et pour ce moment. Et merci à toi de m'offrir cette capacité de pouvoir en parler aussi et peut-être d'aider d'autres papas dans ce chemin-là. Je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre, pas pour soi, honnêtement, mais de le permettre pour sa femme. C'est vraiment important et pour son enfant. De défaire tous ces petits traumas là qu'on génère et surtout de recréer des dynamiques positives, quoi. Allez, ben à très bientôt. Merci Ciao, Florent. ciao. Ciao, ciao. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.